Ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome to this important session dedicated to digital sovereignty and technological balance, governance, regulation, and the impact of AI and blockchain. In a world where digital infrastructures are becoming the backbone of the economic development, where artificial intelligence reshapes governance models, and where blockchain is redefining trust, the question of sovereignty, who controls the data, who shapes innovation, and who sets the rules, has never been more central. Today, as nations, we face unprecedented technological acceleration. The challenges are no longer here only to keep a pace. It is to govern wisely, regulate strategically, and innovate responsibly while maintaining security, inclusion, and long-term stability. This session brings together leading policymakers, innovators, and thought leaders who are shaping the future of our world in their regions and all over the globe and beyond. Their insights will help us understand not only the opportunities at hand, but also the governance frameworks needed to navigate a rapidly evolving landscape and technological landscape. To open this conversation, it is my honor to welcome Her Excellency, Madame Amel Fillah-Sawarushni, Minister Delegate to the Head of Government of Digital Transition and Administrative Reform of the Kingdom of Morocco. Her Excellency has long been a guiding voice in Morocco's digital transformation, advocating for ethical AI, responsible data governance, and strategic vision of digital sovereignty grounded in both innovation and human values. Your Excellency, the floor is yours. Thank you very much. It's my honor to be with you today and to deliver some messages, key messages that we advocate for in our ministry, digital transition and the reform of administration. So when I started thinking what I will present to you today, I prepared some slides, like half an hour presentation, but I discovered when arriving here that there is no possibility to display my slides. So I will try to do without slides, and I ask for your understanding, because it's not that easy to look at my machine, to talk to you in French en plus. And what I want to say is that I hope that the messages will be delivered correctly, whatever the material conditions we have today. Yes. Okay. So my topic, what I would like to talk about is, I will shift to French, sorry. De quoi je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est de la notion de souveraineté. Tout le monde a la traduction? OK. C'est de vous parler de la souveraineté technologique à l'ère de l'intelligence artificielle, qui fait partie donc du sujet d'aujourd'hui. Alors, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a énormément insisté dans beaucoup de discours sur le fait que la technologie va révolutionner notre quotidien et qu'elle va nous permettre d'être très... Si on développe la technologie et le digital, on pourrait être un peu, des pays très avancés, et que l'Afrique en particulier a l'avantage de constituer un vrai laboratoire dans le domaine de l'intelligence artificielle, des sciences des données et de l'informatique tout court. Et donc, la succession de ces messages et le fait que Sa Majesté a toujours insisté sur cela a fait que nous avons, au niveau de notre ministère, lancé la stratégie Maroc Digital 2030, qui a été agréée par tout le monde, par tous les acteurs importants. Et la stratégie Maroc Digital 2030, elle s'articule autour de deux grands axes. Le premier, c'est l'axe de l'économie numérique, et le second, c'est la dynamisation ou la digitalisation des services
administratif, ce qu'on appelle communément le e-government. Et donc pour réussir ces deux aspects, nous avons un certain nombre de catalyseurs, au nombre de 4 aujourd'hui. Et un de ces catalyseurs, c'est l'intelligence artificielle, la cybersécurité et l'Internet des objets. Alors, je ne vais pas vous présenter la stratégie Maroc Digital 2030, je vais faire un focus sur les aspects intelligence artificielle. Pourquoi on pense que cette technologie qui est à double tranchant est un outil très important pour le développement, mais en même temps, il faut être très vigilant pour pouvoir, développer cette technologie en toute confiance. Alors, d'abord, je voudrais parler très rapidement de l'intelligence artificielle comme une figure de proue du digital. Là, le sujet, c'est plus large que l'intelligence artificielle, on parle du digital. Mais pourquoi l'intelligence artificielle, c'est la figure de proue du digital ? Eh bien, parce que aujourd'hui, vous pouvez sécuriser du software, du logiciel informatique avec l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle a introduit quelque chose de très important. On est passé de systèmes automatiques à des systèmes autonomes. Jusqu'ici, on automatisait des processus, on faisait de l'industrie X.0, 2.0, 3.0, 4.0. Aujourd'hui, on fait des systèmes informatiques qui sont capables de prendre leurs décisions par eux-mêmes. Donc on passe, le shift est là, c'est le point d'inflexion entre l'automatisation et l'autonomisation. Ajoutez à cela toute la couche qui enrobe l'intelligence artificielle aujourd'hui avec l'intelligence artificielle générative qui commence à être de plus en plus proche de l'humain dans l'interaction, dans la cognition, la compréhension, le raisonnement, l'aide à la décision, etc., etc. Alors pourquoi cette IA s'est développée, vous allez me dire, très soudainement ? En fait, non, elle ne s'est pas développée soudainement, elle a pris son temps, depuis 1942, où on a découvert les premiers réseaux de neurones. Dans les années 2010, on a revisité des mécanismes qu'on avait, des algorithmes qu'on avait laissés un peu dans le placard autour de l'apprentissage profond. Et pourquoi on a pu les revisiter ? Le deep learning n'est pas nouveau, hein, il ne date pas de 2012 ou de 2011, il est très ancien. Tous les concepts existaient déjà sur étagère, j'allais dire dans les placards, mais simplement, on n'avait pas la puissance de calcul qui nous permettait de les traiter. Et puis, il y a autre chose. On a parlé tout à l'heure d'objets connectés qui sont arrivés. Ces objets connectés, ils ont généré de la data, de la donnée, la remontée des données. Et on estime aujourd'hui à 90% des données qui sont disponibles ont été récoltées les 2 dernières années. Donc c'est une croissance exponentielle de la collecte des données grâce à la généralisation des objets connectés. Et on estime en 2025 qu'on a en moyenne 30 objets connectés par famille. Alors 30 objets, mais on se dit, mais ils sont où ? Mais tout est connecté, votre voiture, votre télévision, votre montre, votre PC, votre téléphone, vous avez 2-3 téléphones, vous avez 2-3 enfants, vous multipliez, vous explosez les 30 objets connectés par famille. Et donc, toutes ces données, elles ne vont pas se promener n'importe où, elles vont dans des structures de stockage dont on pourrait parler très longuement. Et c'est pour cela que ça pose la question de la souveraineté des citoyens et des États aussi. Et puis les modèles. Le fait d'avoir beaucoup de puissance de calcul, d'avoir des capacités de stockage, on a commencé à traiter des modèles de plus en plus grands qui dépassent les milliards de paramètres. Alors si vous prenez ChatGPT ou si vous prenez Falcon, etc., vous êtes à des nombres de paramètres juste hallucinants que l'être humain ne peut pas voir. On sort de la dimension humaine. Et donc, cette puissance de calcul, elle est nécessairement... on est tributaire d'un certain nombre de choses pour avoir cette puissance de calcul. Parmi ces choses-là, on parle de métaux rares. Et ce n'est pas pour rien que les États-Unis ont créé le Chip Act. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas les GPU, vous ne pouvez pas exécuter les algorithmes d'intelligence artificielle. Et donc, il y a une nouvelle façon, une nouvelle souveraineté technologique. C'est pour ça mon titre, c'était « Souveraineté technologique à l'ère de l'intelligence artificielle ».
La souveraineté technologique a toujours existé, mais aujourd'hui, on est point et main liés parce que si on n'a pas les GPU, on ne peut pas exécuter. Si on n'a pas si on peut pas exécuter les large language models, on ne peut pas faire de l'interaction comme ça se fait ailleurs. Et c'est comme ça qu'on a vu apparaître un certain nombre par exemple, le Cloud Act sur le Big Data. Aussi, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est 92% des données européennes sont stockées aux États-Unis. 92%. C'est juste énorme. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on ne maîtrise plus rien. Ni l'infrastructure, ni les données, ni les algorithmes. Donc, on dépend de qui? On dépend de ceux qui tiennent ces choses-là. Notamment, je ne veux pas faire du populisme, mais tout le monde parle des GAFAM. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est des supra-États qui gèrent toute la donnée planétaire, moyennant quelques querelles, Est-Ouest, Chine, États-Unis, Europe au milieu, etc. Et donc, juste, nous, en tant qu'Africains, on est capable de faire quoi dans cette grande bagarre géostratégique, en fait, qui est liée à la technologie? C'est une question, c'est un homework. Donc, l'intelligence artificielle. On est dans le passé, moi j'ai travaillé, je fais partie des vieux, j'ai travaillé sur des systèmes experts sur une seule machine. D'accord? J'avais un petit Mac, j'exécutais mes systèmes experts, ça se passait très bien. Après, on nous a dit, non, il faut beaucoup de données pour que ça marche, il faut faire du deep learning. Donc on a commencé à trouver des grosses machines pour pouvoir exécuter. Et puis, on nous a dit, oui, mais vous savez, il faut du speech to text, du text to speech. Donc, il faut arriver à processer des modèles aussi larges que possible. Alors, ChatGPT est arrivé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a scrappé le web, juste le web. Tout Internet est dans ChatGPT. Et il continue à alimenter toutes les données que vous rentrez dans vos navigations, etc. Et donc, on est passé d'une IA qui est centrée sur les données deuxième génération, grâce à ChatGPT, AlphaFold, Sora, DAL, etc., etc. Et donc la course s'est focalisée sur qui va faire le plus large language model. Et puis on s'est dit oui, mais c'est pas assez. Il faut distribuer tout ça. Et donc on a créé ce qu'on appelle l'agentic AI ou l'IA agentique. Alors c'est pas nouveau non plus. J'ai fait mon HDR là-dessus dans les années 2000. Agentic AI, ce n'est rien d'autre que les systèmes multi-agents revisités avec d'autres techniques, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça, c'est un signe que c'est un message que je voudrais donner aux jeunes. Ce que vous faites en recherche aujourd'hui, il ne faut pas vous brider. Si vous pensez que ça ne sert à rien, attendez 20 ans. Vous allez voir, ils vont le ressortir du placard et ça va. Si vous croyez dans votre modèle, ne le jetez pas tout de suite. Laissez-le de côté. Le temps viendra pour qu'il soit réutilisé. Mon HDR en 2000, 25 janvier 2000, c'était coordination d'agents, modèles, algorithmes et protocoles. On est en plein dedans en 2025. Et donc, pour vous dire, ça a mis 25 ans pour que ça arrive un peu dans l'industrie, etc., etc. Et donc, quand vous croyez en quelque chose, foncez, restez-y, développez, et viendra le temps où quelqu'un va penser que c'est génial, il faut investir dedans, et c'est comme ça qu'on arrive à faire de l'innovation technologique. Donc je reviens à la souveraineté qui était le début de mon exposé. Souveraineté, sécurité, de nombreuses exigences. Alors si vous prenez juste la définition de la souveraineté, héritée du traité de Westphalie 1648, est synonyme de contrôle d'un État sur son territoire, sa population et ses décisions. Territoire, population et décision. Chaque État est maître chez lui sans ingérence extérieure. Alors, l'IA est arrivée, elle a tout changé. Est-ce que les algorithmes ont besoin de passeport ou de visa pour passer d'un pays à l'autre? Non. Donc, les territoires s'ouvrent. On fait des cartographies, on a des satellites interplanétaires, on a des réseaux de communication, on nous pousse de plus en plus vers de l'open data, les données ouvertes, oui, mais c'est pour... etc. Bon. Et l'IA est arrivée avec un effet transformatif très très profond sur les usages et la cognition.
Aujourd'hui, on a l'autonomie de la décision par des machines. Ça n'y était pas avant. J'ai travaillé moi-même sur des drones. On ne pouvait pas imaginer qu'un humain allait prendre des décisions à la place du drone. C'est juste très complexe. Il faut savoir, au bout de 7 critères, l'humain, il perd sa cognition. Il ne sait plus quoi choisir. Et vous prenez un système automatique, un système d'IA, vous pouvez lui donner des milliards de paramètres, il arrive à trouver le Pareto optimal des critères. Vous avez aussi des biais qu'on peut introduire dans les données. En sélectionnant les données d'une certaine manière, on peut faire en sorte qu'on aboutisse à telle ou telle décision. Et puis, last but not least, comme on dirait en anglais, la désinformation, qui est un fléau mondial aujourd'hui. Tout ce qui est autour de la désinformation, les deepfakes, les fake news, etc., c'est en train de chambouler complètement ce que nous pensons de notre environnement, de nos politiques, de tout. Et enfin, la manipulation des données massives. Vous avez des populations qui sont vulnérables, qui croient à peu près tout ce qu'on leur raconte. Le complotisme, par exemple, ça prend beaucoup d'ampleur. Vous avez la démocratie qui est ébranlée parce que vous pouvez acheter 65 millions de comptes Facebook et vous manipulez Cambridge Analytica, etc., etc. Donc, aujourd'hui, notre souveraineté, elle est intimement liée et dépendante des big tech, qu'on le veuille ou non. Parce qu'on a perdu le contrôle sur les principaux composants nécessaires pour le digital. Alors, la cybersécurité vient se rajouter à tout cela, parce que le digital, quand on ne l'utilise pas bien, eh bien, on se fait hacker. Au moins, on se fait hacker. Et j'avais discuté avec des collègues de Kaspersky, qui est un des meilleurs, vous connaissez, en cyber. Alors, Kaspersky m'ont donné des données, m'ont donné des chiffres. Grâce au machine learning et à l'IA, une hausse de 25% des détections de menaces pour le premier semestre de 2024. Donc, on appelle ça the blue AI, c'est-à-dire qu'avec l'IA, on peut détecter plus de menaces. Maintenant, 46% des menaces, au niveau mondial, sont dopées par l'intelligence artificielle. Donc, on arrive à contrer 25%, mais on en subit 46%. Et rien que sur le Maroc, on a 467 000 fichiers malveillants par jour. Non, ça c'est dans le monde. 467 000 fichiers malveillants par jour dans le monde, premier trimestre. Le Maroc avec l'Afrique du Sud sont les pays les plus ciblés en Afrique par la cybersécurité, par les menaces de cyber. Donc, je ne vais pas m'attarder beaucoup là-dessus. Ça mériterait un panel à part entière. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est que l'intelligence artificielle est aujourd'hui peut-être la science la plus proche de l'humain. Et elle est la plus proche de l'humain parce qu'elle offre des interfaces. Vous voyez, là, des gens qui se suicident, des gens qui se marient, des gens qui font plein de trucs avec l'intelligence artificielle. Ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'avec l'IA, on peut faire de la manipulation cognitive, on peut nudger les patients, on peut transformer la cognition, c'est-à-dire influencer, pas transformer, mais influencer la cognition des citoyens, etc. Et puis, on peut aussi comprendre ce qui se passe dans un État, dans un groupe, dans une population. On peut faire de la prédiction, and so on. Et l'IA va être très intrusive. On a vu un certain nombre de use cases très intéressants. Je parlais tout à l'heure de Cambridge Analytica, mais il n'y a pas que ça. Il y a par exemple, Google a payé je ne sais pas combien de milliards de pénalités parce que dans les recherches, les moteurs de recherche Google, il y a disons, on va privilégier tel ou tel produit parce que, etc. Et donc, il y a même des entreprises qui ont construit leur capital avec des publicités qui visent telle ou telle population, des enchères en ligne, etc. Je pourrais vous en parler à un autre moment. Donc, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui en tant que ministre de la Transition numérique, c'est, par exemple, quel est l'impact sur les données des citoyens?
quel est l'impact sur le e-gov? Comment est-ce qu'on va utiliser les données à bon escient? Comment on va gérer la dynamique et la complexité de ces données, etc. Donc, aujourd'hui, quel que soit le pays où l'on se trouve, l'ensemble des données s'appuie sur des technologies des GAFA, le Cloud Act, le Cyber Act et le Patriot Act. Et donc ça interpelle. Ça interpelle parce qu'on n'est pas maître de ces actes, au sens propre et figuré. Donc je continue sur l'e-gov. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garantir la sécurité et la souveraineté technologique? Il faut sécuriser les systèmes d'IA et contrôler toute la chaîne de valeur. Je vais vous expliquer ce que c'est la chaîne de valeur. Il faut mettre des outils qui génèrent de la confiance, parce qu'ils protègent. Générer la confiance chez le citoyen, parce qu'on va protéger ces données de manière sûre. Et protéger ces données, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas les divulguer, ça veut dire les sécuriser au moment du stockage, les utiliser à bon escient au moment du traitement, etc. Et il faut une gouvernance, vous me dites quand je débat. C'est bon? D'accord. Et la gouvernance, il faut qu'elle prenne en compte de nombreux enjeux. Ils sont au nombre de 8, je vais vous les citer rapidement. Donc, ça veut dire quoi sécuriser les systèmes d'IA et contrôler la chaîne de valeur? Alors, un système d'IA, ça démarre avec du hardware et ça se termine avec des prédictions, des sorties des algorithmes. Donc, vous avez le hardware, vous avez les données, vous avez le modèle qui processe les données, vous avez le déploiement, où est-ce que vous allez déployer le système, et puis vous avez les prédictions qui sortent de ce système. Toutes ces étapes-là sont vulnérables. On peut créer des vulnérabilités à chaque étape. Rappelez-vous simplement les beepers en Iran. Vous vous rappelez les beepers? Ils ont explosé 2 ans après. Parce que ce n'était pas un hasard. C'était programmé dans le hardware. D'accord? Cambridge Analytica, c'était du software qui était erroné. Et puis il y en a d'autres. Donc, maîtriser les données, sécuriser les citoyens, c'est aussi maîtriser toute cette chaîne de valeur. Lorsqu'on parle de déploiement, si vous déployez dans des environnements qui sont pas sécures, eh bien, vous pouvez mettre en danger les citoyens. C'est arrivé au Maroc, hein, on a été hacké au niveau de la CNSS, hein, toutes les fiches de paix étaient en train de se balader dans le darknet. D'accord? Toutes les fiches de paix des hauts fonctionnaires. Et donc, lorsque vous ne protégez pas, vous avez des situations comme ça. Donc, on a un certain nombre d'exigences vis-à-vis du e-gouvernement. On a les questions de responsabilité. Par responsabilité, on entend l'accountabilité ou la redevabilité. C'est-à-dire que lorsque vous prenez des décisions automatiques, le système doit être capable d'expliquer pourquoi il a pris la décision. Bon, on a les questions d'équité et d'éthique. La résilience et la robustesse, c'est qu'il faut que les systèmes puissent continuer à fonctionner même en mode dégradé lorsqu'il y a des problèmes, des attaques par exemple, des cyberattaques. La qualité des données, le contrôle des dérives, etc. Donc, beaucoup d'exigences. Là, si j'avais présenté, vous les auriez vus, ils sont au nombre de 8, qui permettent de sécuriser, de donner confiance dans un système d'IA vu comme un système informatique déployé dans un contexte social, déployé pour des citoyens. Il ne tourne pas tout seul pour faire voler un drone. Non, là, il est en contact avec des citoyens. Alors, au niveau de la transition numérique et de notre ministère, nous avons imaginé construire une IA de confiance pour une transition numérique de confiance. Et nous avons créé un concept qui est celui de l'administration X.0. Et ce concept-là, ce n'est pas juste un concept, c'est une loi qui va être présentée au Parlement prochainement, qui consiste à prendre en compte un peu toutes ces dimensions-là et d'autres que je n'ai pas eu le temps de présenter ici,
Donc l'administration X.0 est censée être une administration proactive qui répond aux exigences de sécurité et de souveraineté tout en rendant des services, des e-services, des services électroniques aux citoyens. Alors on a beaucoup de sujets au Maroc sur il faut plus se déplacer, il faut tout faire de façon électronique, etc. Et on y travaille. Donc, l'administration X.0 n'est pas seulement un saut technologique, c'est un ensemble de plateformes qui simplifient la vie des citoyens à travers des services accessibles 24 heures sur 24, 7 sur 7, et qui s'appuient sur des socles communs. C'est une approche sécurisée où la cybersécurité incarne le système immunitaire de l'administration X.0. Alors, les socles communs, c'est tout ce qui est cloud hybride souverain, les données interopérables, les API ouvertes, et on s'est lancé dans des constructions de data centers, notamment on a annoncé un data center à Dakhla de 500 MW, un autre à Rabat de 50 MW. Celui de Rabat, ça va être un data center avec un cloud souverain, et celui de Dakhla, ça va être, Inch'Allah, une data embassy qui va nous permettre de stocker et de sécuriser les données du Maroc, mais aussi des pays du Sahel. Et puis, tout cela avec un cadre réglementaire qui permet une accessibilité simplifiée et sécurisée. Je m'arrête là ? Très bien. Voilà, donc je passe sur la gouvernance de l'IA. J'ai pas... Non, non, comme vous voulez. Moi, je n'ai pas de... Bon, qu'est-ce que je fais? D'accord. Go on? OK. On vous écoute. On vous écoute. C'est very, very informative. OK, donc... On a parlé, peut-être ça vous paraît très technique dans le sens, il y a des exigences, on va dire, techniques, informatiques, etc. Mais il y a aussi des enjeux qui sont très importants à prendre en compte lorsqu'on veut déployer des systèmes d'intelligence artificielle. Ce sont les enjeux de l'acceptabilité sociale qui sont très importants. Les enjeux de la responsabilité. Lorsque vous allez mettre en circulation des robots ou des voitures, ou etc., il faut savoir qui est responsable de quoi. Alors c'est très très difficile. Hein. Tesla avait commencé, il y a plein de constructeurs automobiles qui ont voulu. Ce n'est pas le fait de fabriquer une voiture qui roule toute seule qui est problématique, c'est la définition de la responsabilité. Dès lors que vous avez des objets qui agrègent des tas de choses, ça va du hardware jusqu'au software en passant par le conducteur qui n'est plus là, eh bien, ça devient très complexe de démêler les responsabilités. Pour avoir un peu travaillé sur le hardware, vous savez, lorsque votre puce tombe en panne, vous ne pouvez pas savoir si la puce a été mal conçue, s'il y a trop d'humidité, et vous dépendez de l'humidité de la circulation, vous ne dépendez pas de... Donc, il y a des intrications, ça devient vraiment un sac de nœuds, et du coup, c'est un petit peu retardé, on va dire. L'idée, c'est quand même de faire circuler ces engins autonomes sans qu'il y ait des gens autour. Hein. On s'achemine vers ça. Alors, je vais passer vite là-dessus. Bon, je dirais juste, pour terminer, hein, parce que je ne vais pas abuser de leur gentillesse, l'IA, c'est une révolution qui est déjà en marche. Elle est là, elle va s'installer. Elle n'est pas prête de partir. Donc, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? On a aujourd'hui, selon l'OCDE, 47% des administrations publiques des pays membres qui ont déjà expérimenté des projets IA dans le e-gov. On a 40% des tâches administratives publiques qui utilisent l'intelligence artificielle selon McKinsey. On a 60% des gouvernements sondés qui disent qui ont des feuilles de route de l'intelligence artificielle. Nous aussi, on en a une depuis juillet dernier, selon le World Economic Forum. Et puis, on a 70 pays qui déploient déjà un ensemble de chatbots dans le cadre des e-gov, selon une étude des Nations Unies sur le e-gov survey en 2022. Alors, la question, c'est, nous, au Maroc, en Afrique,
on a du retard à rattraper. Comment est-ce qu'on va faire? D'abord, on a une fracture, on a des freins qui sont endogènes, internes. On a la fracture de la computation. Aujourd'hui, moins de 1% de la capacité mondiale des centres de données se trouve en Afrique. Il n'y a pas beaucoup de data centers. On va essayer de les rattraper avec Dakhla. 100 mégawatts quand même d'un coup. Hein, l'écart des talents, les compétences et la main-d'œuvre, aujourd'hui 0,5% des publications sont en Afrique. Donc il nous manque 99,5%. C'est juste énorme. Ça veut dire, c'est comme si on n'avait pas d'université en Afrique. Et puis, la fracture des modèles et des datas, 95% des ensembles de données d'entraînement en IA excluent les langues africaines et le contexte culturel. C'est comme si demain on disait plus personne ne doit parler autre chose que les langues latines en Afrique. C'est pas acceptable. Déjà, nous au Maroc, on se bat pour avoir l'amaziria. Arabe, amaziria, français, anglais. Mais demain, à force, regardez nos jeunes, comment ils utilisent les chat GPT and so on, and co. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler à un jeune sans qu'il regarde sur chat GPT. Il va parler chat GPT, il va réfléchir chat GPT. Donc, dans 10 ans, c'est fini les autres langues. D'ailleurs, quand je parle avec les collègues qui s'intéressent à l'amaziria, ils me disent « Mais nos enfants ne parlent pas l'amaziria. » Et même quand ils parlent un peu, ils ne savent pas les réécrire. Et donc, est-ce qu'on a envie de disparaître? C'est un peu ça. Quand vous faites disparaître une langue, vous faites disparaître une culture. Et donc, là, il y a vraiment une urgence à rattraper. C'est pour ça qu'on a signé un certain nombre de conventions, par exemple avec Mistral AI, parce qu'ils ont un modèle, un large language model qui est open source, qui va nous permettre de travailler avec nos propres corpus dialectiques. Par exemple. Mais bon, c'est juste une goutte dans la mer. Hein. Il faut vraiment réfléchir à comment retourner la terre pour faire en sorte que les choses prennent. Voilà, bon, je ne veux pas terminer sur une note dépressive. Hein. On est dans un continent où 70% de la population a moins de 30 ans. Bon, la fécondité ne fait pas que croître, hein, malheureusement. On a des petits soucis hein, au niveau... pas que au Maroc, toute l'Afrique, et on baisse. Ouais. Donc là, il faut faire beaucoup d'enfants, et surtout, il faut beaucoup travailler et étudier, et faire en sorte que... Je crois qu'il a trouvé quelque chose pour la fécondité. Donc voilà, non, ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, il faut être conscient des problèmes que nous avons. Il ne faut pas attendre que ça nous tombe dessus complètement. Ça nous est déjà tombé dessus, mais il faut faire quelque chose. Il faut relever les défis, les talents. Nous, on travaille beaucoup sur la formation des talents. On a même lancé un master junior 8-14 ans et 15-18 ans qu'on a commencé à déployer à l'échelle nationale. Bon, aujourd'hui, on a formé 700 jeunes dans les maisons de jeunes et de culture, mais là encore, c'est une autre petite goutte dans la mer. Il faut vraiment passer à la massification. On a signé avec la Fédération de football pour 200 000 enfants à former au digital et à l'intelligence artificielle. Donc, chacun dans son environnement, il doit faire en sorte que ça prenne. Et je vous remercie pour votre attention. C'est nous qui vous remercions, Madame la Ministre. Merci pour toutes ces informations très pertinentes et surtout up-to-date concernant l'urgence de la question de la souveraineté numérique et technologique et son lien étroit avec l'infrastructure correspondante et dédiée pour nous permettre de détenir ou de nous donner ou au moins, hopefully, les maîtriser un jour. Je vous assure, Madame, que vous avez mis la barre très très haut pour notre discussion qui va venir et je sais que votre agenda ministériel ne vous permet pas de rester un peu plus. C'est pour ça que je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui et big applause everyone.
Je vous remercie pour votre attention et je remercie beaucoup Mariam, qui est une alumni de Awitai. Elle vous dira ce que c'est. Exactement, c'est un programme qui a été lancé par Madame la Ministre. Je vous en parlerai après. Hello back. I will switch to English if that is fine. So we will transition to our roundtable discussion where we will explore concrete global perspectives and experience across governments, industry, academia, and civil society. This roundtable gathers a remarkable group of leaders whose work lies at the intersection of digital governance, cybersecurity, innovation ecosystems, and emergent technologies. Before we begin, I would like to introduce you to our panelists real quick. So we have today with us His Excellency Mr. Laurent Lamotte, former Prime Minister of the Republic of Haiti. We have as well Engineer Luigi Ribaffi, Secretary General at WAC and VP Founder and former Secretary General. We have Mr. Andre Ayotti. I'm sorry if I confused the name again. Sorry. Partner Modus Africa UAE, but you can rectify it later. Okay. Mr. Liban Solman. We have as well Professor Conrad Tucker. We have as well, I don't know if he managed to join us, Scott. He's not here, I guess. Unfortunately, okay. We have as well Mr. Benjamin Arunda. Did he make it? He didn't, okay. We have with us today Mr. Karim Hilal from Egypt. We have as well Madam Jeannie Noyoke. I'm sorry if I butchered your name, sorry. And we have Katie Moeda, and as well Mr. Mohammed bin Ouda. And we have as well with us Mr. Richard Seshi and Madame Nadia Al-Filali, also Mr. Mustafa Zawini. We have as well with us Mr. Mohammed Amin Isami from ISKAU, and we have Madame Mary Ola Seinde. Is she with us? She didn't make it. All right. It's okay. So let's begin our discussion with the first sub-theme, which is governance and policy. We'll hear each panelist's visionary perspective on how governments and institutions can shape digital sovereignty and create the right frameworks for innovation and technological advancement and balance as well. We'll start with you, Your Excellency. From your experience leading national digital reforms, how can emerging economies build digital sovereignty while navigating limited infrastructures or external technological dependencies? Thank you very much, and thank you to the panelists. Thank you to the Amadeus Institute for this opportunity. I love being here. This is my 10th time here, and wow. It's a great pleasure. Thank you so much for having me this year. To start, we're talking about sovereignty, data sovereignty, digital sovereignty. But how can we talk about sovereignty in Africa or the Caribbean when 92% of our data is on servers that are outside of the continent? How can we talk about sovereignty when our banks, our administration, our schools, servers are in the US in a city that no one knows, or in Europe? And a lot of times, one of the big issues is the lack of understanding of our leaders and lack of financing. And that's due to a litany of situations, political continuity issues, socioeconomic issues. But now,
I think it's become super important to understand that investment into the sector is key. Now, how to mitigate investment into a digital transition when a lot of governments have to face building a hospital or feeding their children in school cafeteria programs, how to mitigate that. And that's one of the points that's very often discussed in policy circles and in governments is how to allocate budget to meet the digital demand. And usually it's left to the private sector. And the private sector does it 100% of the time. Many countries in Africa, for example, they have, very proud to have mobile money infrastructure. But oftentimes the mobile money infrastructure is on private networks, not government networks, meaning that a private sector operator, very often owned by a foreign country, foreign government, controls all the mobile money transactions happening in that ecosystem. So how to mitigate that? Many countries in the Caribbean and in Africa now, they are taking the matter head on by installing levies, micro levy strategy in order to pay for this digital sovereignty and this transition. Such as is the case in Ghana, for example, in Nigeria. Nigeria came very recently with a cybersecurity tax. It's being debated. There is a law. So things are starting to happen because governments in Africa and the Caribbean are starting to understand that this is no longer an afterthought. It's no longer an option. It's an obligation. Investing in artificial intelligence, investing in cybersecurity, investing in digital sovereignty is no longer an option. It's an obligation. And having the right policy framework and having dedicated micro levies will help governments pay for those data centers, pay for the cybersecurity infrastructure, and also train our kids like Rwanda is starting to do now. We have on the continent of Africa, we have 1 billion internet users, but there is only 700,000 engineers. So how to level that playing field? Well, understanding, the government of Rwanda, is starting to understand, and many countries are starting to catch up. But now the financing needs to follow. Private sector financing, build more data centers, and for the governments to put the right policies in place through the right financing mechanism. And we're going to go back to the financing issue because that's the whole issue that this continent is facing to deal with this issue. Totally, Your Excellency. We certainly depend on foreign infrastructure and foreign policies and frameworks, and literally we cannot, technically and strategically and logically, we cannot talk about sovereignty if we don't have our own infrastructure. So building on this issue of dependency, I want to address a question to you, Andre. How can African nations reduce reliance on foreign platforms while building robust local technology ecosystems? Thank you, and thank you for having me in this beautiful country and city. Just as a brief background, my name is Andre. I've been investing in Africa for the past 8 years, currently investing heavily in deep technologies. Amazing question, and I'd like to follow up a little bit to His Excellency in what he talked about, especially when it comes to dependency on foreign platforms. I think the equation for success in the African market, especially when it comes to AI and so forth, the formula remains the same. We need capital, we need strong policies, but one thing that's lacking enormously as well is power. We talk about AI, we talk about data, we talk about hyperscalers. It requires immense amount of power. Now, when we look at Morocco, it is great to have this conversation today here in Morocco because Morocco is one of the largest in terms of power producing in Africa, top 3, roughly around 15 gigawatt of power for its population size, which is enormous. However, when we start looking into Nigeria, Kenya, South Africa, with massive population size, power is highly restrictive. How can we have data centers, hyperscalers, building LLMs,
when we can even reach and access this power? And to your point as well, how are we going to fight for capital for this when we're talking about a $100 billion investment in a data center, when we're still struggling with schools, when we're still struggling with employment, education, and healthcare, right? So the way we perceive it and the way we approach it is there's both a short-term and long-term solutions to these. In the short term for us, and what's quite important is, in our opinion, Africa doesn't need LLMs on their own, right? I think it takes a lot of time, a lot of capital to build. You look in Kenya, it is the #1 country in the world driving traffic on OpenAI. OpenAI is the most fluid in Swahili in the world. It doesn't need a new LLM. It's quite powerful, right? So we don't need to build this right now. We don't need a sovereign LLM, in my opinion, in the short term. The second thing is, I do not believe we need hyperscalers in the short term, and it's going to be quite impossible given the lack of a power. You look at edge technology. You look at smart language models. Those are incredibly powerful technology that Kenya can embrace and still drive innovations in this 4th industrial revolution, even into the 5th industrial revolution. This is in the short term that we perceive that where we allocate is at an application layer, not infrastructure layer. Because it requires infrastructure, requires power, capital, immense capital, and obviously policies. Morocco is quite unique. It's got the policies. I think everybody heard it this morning, this afternoon, with Her Excellency. It's there. It's driving capital enormously. I think 2-3 days ago, about $250 million was announced to support tech initiatives in Morocco. This is great. And again, to my point, 15 gigawatt of power, 30% of which green, is in Morocco. They can allocate 500 megawatt for a data center and hyperscalers and data sovereignty, which is often not the case the rest of Africa. Now, for us in the long term, and I think what needs to be done at the policy level is, firstly, again, back to the point about capital fight. Governments, in my opinion, in Africa need to understand that there is billions of dollars locked up here locally. Why are we depending on foreign investors to finance all these opportunities and also reap the benefits of those AI revolutions and opportunities that are worth a lot of money, whether it's data or startups or innovation? There are billions of dollars that are kept, that are locked up here in the country, in the continent. Just driving a parallel, look at Shanghai, we look at Hong Kong, we look at Singapore, Silicon Valley, Waterloo, Toronto, Middle East, Abu Dhabi, Dubai, Doha. They all have the same framework. It is local capital first, angel investors, corporates, pension money, all coming in and to support the ecosystem. We're building it backwards here with DFI money coming in, supporting capital from foreign allocators rather than benefiting from local pension funds and so forth. So one of my words today is policymakers should incentivize local capital to go into technology, to go into potentially hyperscalers when it's time, and to support the tech and AI ecosystem. Secondly, on the policymaking standpoint, I think it's quite important, and again, we saw it this morning as evidence, that policymakers need to focus short and long term. Building hyperscalers, signing MOUs with Google, the Amazon, with the Microsoft of this world is great. It does not make an impact in the short term in the ecosystem, for sure not for the innovators that require that backing, et cetera. So it is important to me that policymakers have to also shift in the short term and support the ecosystem with the digital tools needed, educating the youth how to leverage edge technology, how to leverage the application layers such as small language models, and create these leapfrogging innovations that's going to make a lot of sense, not only regionally, but for the rest of the world. Thank you. Wow, Mr. Ayoti, what you said really was on point, especially regarding the power. Power is a backbone of the calculation, which is basically what we need as a continent. As it was also highlighted by Her Excellency, Madame la Ministre, and some countries might
be focusing more on long terms, as you said, dear Andre, long-term goals rather than short-term goals, like power, for instance, which is the thing that will enable us unlock those long-term goals. So building on that, I would like to turn to Mr. Karim Hilal. How, in your opinion, how can investment strategies accelerate local technology, tech infrastructure in general, without creating that dependency on foreign capital? Thank you. First, I have to say that Her Excellency, the Minister, really raised the bar, so I'll try and catch up. She certainly did. Yes, yes. Well, it's very informative, actually, for me anyway. Well, I think I'm going to talk a little bit about the modern-day black swans and how it's changing the world today, and therefore how we see the future, which ties in a little bit with what you're saying. Over the last decade or so, we have, in the world that is the global system, has faced many, many shocks, many black swans, to the extent that they are no longer black swans, really. They've become the benchmark. They've become sort of the norm between pandemic, between failure of supply chain, geopolitical tensions, military conflicts, disruption of shipping routes. I mean, you name it. It's happening all the time. Now, what this has shown us, I think, is how vulnerable the global system truly is. It is structurally vulnerable. And I think the reason has to do in many ways with the philosophy of the supply chain as we knew it. It was mainly based on cost rather than resilience. And because it is based on cost, it becomes more on time as opposed to when we need it. The world has practically come to a standstill when the pandemic happened, and then China kind of closed its doors. The whole supply chain hit almost every country in the world. Now, what does that mean? It actually ties in with what we were saying earlier about the economic sovereignty. We suddenly realize that we really are not masters of our own fate. We are, to use a lack of a better word, subjects, unwilling subjects of a global power that controls almost everything. As Her Excellency said, and as Your Excellency said, the power, the technological power, the data, whatever, is somewhere we don't even know. I don't even know what state you're referring to that has all these data centers. But the point is, what do we need to do? Well, Andy here said a lot of suggestions. I'm not a technical man, so I accept what he says. But I think in terms of sort of from a common sense perspective, if we have a supply chain which basically shapes our economic identity and the well-being of our people, and that chain is totally dependent on one country, on one source, that has proven that this is wrong. We should diversify our supply chain. We should what we call short source and friend source. Now, friend source means we try and get what we need from countries who are friendly to us. But then again, that again is very fluid in today's world, because today's foes are tomorrow's friends, and vice versa. Now, what does this have to do with AI and digital transformation and whatnot? I think it has a lot to do. Because if you don't use AI and take advantage of the enormous capabilities that have just been mentioned to us, then you will not be able to have early warning systems. You will not be able to have predictions that will predict, if they have the input, they will predict possibility of a problem, possibility of one node of the chain failing, and what are the consequences. They will be able to tell you the safe levels of stockpiling the necessary material.
Because one of the failings that we discovered from the repetition of these black swans is that the efficiency meant we keep the lowest possible level of inventory of what we need. So when the sort of the route closed, we are short of supplies, so we couldn't produce what we need to produce. Now, investment has always been the real Achilles heel of Africa. We need, and the Caribbean, but we have much larger populations, so our problem is much bigger. But, I mean, we always talk about, I've been coming here for like almost 12 years or something, and it's always the same theme. We need hundreds of billions of dollars for infrastructure. The number keeps increasing every year, but what is actually coming from DFIs, World Bank, etc., is really a drop in the ocean. And to finance this, I mean, Andy said here we should unlock local capital. Yes, I come from Egypt. Egypt is not, I call Egypt the richest poor country. It's a poor country by sort of normal measures, but it's very, very rich in terms of the unbelievable amount of quantity of wealth locked inside the country. And with the right incentive, and incentive I think has to do with policy, what the government can do to actually comfort and give confidence to this capital to come out from under the mattress into usable uses for the country. That really is the key. It is not easy, by no means, because unfortunately in our continent in general, most countries, certainly ours, there is an issue with priorities. Priorities need to be clarified. They need to be taken with the ultimate goal of the good of the people, not staying in power. Some people may not like that, but it's true. And if you give an aura of confidence, trust for the good, I think there is a good chance that some of that locked-in capital will come out. But what does capital need? I'm a banker, so I know. They need to feel safe. I'm not going to part with my money if I don't feel safe, number one. Number two, I need to make a good return. So if the policies can focus on trying to convey this in real terms, as they say, by policies, declarations, etc., then there is a chance that we can get this money locally. Thank you. Thank you, Mr. Hilal, for this enlightenment. You have mentioned many points that really resonated with me, especially regarding the priorities that we need as a continent. We need to get our priorities straight and right. And also you mentioned something about early warning systems, which is something that's really, it means a lot to me, because I myself, as an entrepreneur, invest in early warning systems. It is not easy, it is challenging and kind of depressing, because when you lack the infrastructure, the real infrastructure, you are just you're not scraping the real data, you are just touching 5 or less than 5% of the iceberg, not only. So it's a real issue here, especially for startups who have innovative ideas, who want to launch innovative apps or platforms or initiatives. Building on that, and since we are talking about startups, I want to go to Richard. So, in your opinion, Mr. Seshi, how can startups contribute to reducing technical dependencies and stimulate local innovation? All right, thank you. I think, first of all, maybe a contribution before that. If we're serious about speaking about digital sovereignty, my understanding is that we should probably think about layers, right? I think Andre pointed out to the first layer, which is the most essential one, which is starts, like a basic Maslow, which is power, like you mentioned. But then after what do you have power? You have the fact that you need more clouds and data centers and capacity. And then after that, you, of course, need better regulation. And that, I think, it's a fantastic point for startups.
in many parts of the other world, there's one thing that I think would be essential for African startups, but in general, is the fact that we need a unified African single digital market. Very simply put, we have 54 countries, but we don't have one big market. So you have 54 fragmented laws and standards and rules and so forth. And I think there's essentially a great deal of work that has to be done about, having standardized, harmonized, our standards, and having sure that we also look at interoperability. If you're a startup that, has access to a certain type of payment, and then you are confronted with a different payment system, then obviously if you have to do it in different ways, it's not always working. So, of course, one example today that we have is the ECOWAS region. I'm originally from Côte d'Ivoire. So you're seeing these efforts, of regional blocks trying to do some sort of harmonization. So that's a good step, but then you need to go beyond these regional blocks and seeing, the big super block coming in and trying to work around that. So now speaking specifically of success stories of startups, you are seeing, some growing success stories. We all know the success story of Institut in Tunisia and so on. But one thing I also wanted to emphasize in that African, unified single digital market is the fact that, right, you have 54 countries, but you also have countries that have some sort of competitive advantage, right? So, for example, Andre was saying that, Morocco has a few gigawatts of electricity, but that's a good point and example. We don't need to do, every country does not need to do everything by itself. You need to look at who are the, smartest guys, the smartest countries with the right competitive, advantage or territory, and just do it there, okay? So when, for example, you had the Bitcoin, for example, mining, the miners will not say, I'm going to build an island because I'm from Ireland. They're going to chase cheap power in Kazakhstan, for example. They're going to chase cheap power in China, and so on and so forth. So at the end of the day, you really want, to look at which country offers real competitive advantage. Think, of course, broadly from a unified market, but see where can we build quickly or what can we do quickly. We know that Tunisia has a great AI talent base. Morocco has great power capacity. Kenya has huge geothermal capacity that's untapped. That's where we need to look at. Yes, so ultimately I think those are some of the points that we could point out. Thank you. Thank you, Mr. Richard. Well, I really confirm that having a global continental market will save a lot of us here. And talking about entrepreneurship, on the same lane and startup in entrepreneurship, Moeda, in your opinion, what is the role of startups in building a technological or technology sovereignty? So good afternoon, all of you. It's a pleasure to be here, but I have some notes because my language is Portuguese, so I have to see. Of course, no worries, you can do that. Okay. So as someone who creates content every day for our Cape Verdean community, let me speak plainly about our power and our responsibility in shaping digital sovereignty. We are the translators. When politicians talk about digital sovereignty, most people eyes glaze over. But when I show my followers how Facebook use their photos to train AI, they will never benefit from, or how WhatsApp shares their data with company they've never heard of, that hits home. We take the complicated and we make it real. We are the educators. Every time I teach someone how to protect their privacy, how to spot fake news, or why supporting local apps, that matters. That it's digital sovereignty in action. Our people must understand that each time we choose foreign platform over an African one, we're sending our money, our data, our stories overseas. We are the megaphone for local innovation. There is an extraordinary tech being built in Morocco, in Cabo Verde, Senegal, Nigeria, Kenya, across Africa.
But too often, we spend our influencing, promoting international brands instead of celebrating our own innovators. Imagine that movement we could create if we shift even a small part of energy towards uplifting African tech talents. And we are the accountability squad. When governments or companies mishandle our digital rights, we can mobilize thousands with a single post. That is the real power. And with that power comes the responsibility to use it for our collective good. This isn't about being anti-global. I love connected with world. This is about balance. It's about ensuring that as we expand globally, we do not lose ourselves, our opportunities, or our right to control our own digital future. Thank you. Thank you, Moeda, for your followers are indeed lucky to have someone to follow someone who is raising awareness regarding this matter and this issue. And now we will explore other pain points, AI and blockchain. Professor Conrad, how are you? Amazing. I will ask you, in your opinion, how can African nations shape AI research agendas to reflect local realities rather than imported paradigms? So thank you very much, and it's a pleasure being here. Greetings all the way from Kigali, Rwanda, where I serve as a director of Carnegie Mellon University, Africa. Her Excellency earlier today posed a question. We have so many universities on the continent, thousands of universities, and yet we import talent. Why is that? I think it's really a question that we should reflect on deeply. I was born in Sierra Leone, and I left Sierra Leone at the height of the Civil War in the 90s. And I remember the education system being such about rote memorization. And if we do not change this paradigm across the continent, moving from an instructional-based education system to a critical thinking and a scientific inquiry, then everything we're describing here is, in my opinion, lip service. We really need to delve deep into the technical knowledge and challenge our students and educators to cultivate a culture of asking questions at a very young age. How many of us grew up in households or communities where a child, we're naturally born inquisitive, but that curiosity is stifled based on the cultural context in which those students have to operate? So that's one. We have to reevaluate our education system and ask ourselves, is our current educational system conducive for the digital sovereignty and the innovation that's needed? Second, we have to, and this connects back to the investments on the continent, we need to find a better way of resolving conflicts. It would be very difficult for a hyperscaler to invest $100 billion in a 10, 20-year time frame if many regions in the continent are in conflict. We talk about the value of the many youths. Going back to their experience in Sierra Leone, driving through the war, when you see child soldiers could barely hold a gun. Our jewel, which is our youth, could also be one of our largest liabilities if we do not educate our population. We have to double down on deep tech education. Now, when His Excellency mentioned Rwanda, Carnegie Mellon University would not be in Rwanda were it not for the vision and foresight of President Kagame and the government of Rwanda, seeing a void and a need for deep tech education and inviting a U.S. institution to establish a campus that is Pan-African in nature. How many of our universities on the continent,
here in Morocco or in Senegal, South Africa, have students from all over the continent. So many of the challenges, and when you contrast that to the US, you go to any US institution, you'll find students from almost every part of the world. So you bring in the best minds, you create an environment that is conducive to scientific inquiry, curiosity, and then when they translate that education into entrepreneurship, there's an ecosystem there to support them. We talk about ChatGPT and the Googles. Many of those map back to education. It was Google PhD researchers who published the paper on All You Need Is Attention, which introduced the transformer architecture. So the T in ChatGPT is a transformer. How many of our talent on the continent, if something goes wrong with these large language models, will be able to debug the technologies? We talk about the safety and the security and all these nice words, but how many are we educating talent such that if something goes wrong in these AI models, they would actually be able to open up the hood of these technologies and really pinpoint what actually is the culprit? How do you guarantee that data has been curated in a safe and ethical way? We need to invest in the technical knowledge that enables these questions to be answered. So our hope is that what we've seen as a success story in Rwanda translates all across the continent. We have students from Morocco studying in Rwanda. We have students from Rwanda studying in Morocco. We have students from all over the African continent. Just mobility of not only digital infrastructure, but intellectual capacity so that we are contributing anywhere on the continent, but we're all contributing to the advancement of Africa. Thank you. Wow, amazing. What you said, Mr. Tucker, was like literally music to my ears, especially that I'm fascinated. Okay, big applause. I'm really fascinated about the Rwandan model and hearing from you your perspective on how important is building an intellectual minds and capitalizing on education and highlighting curiosity. I mean, curiosity is key. It's literally, and attention, you've mentioned attention. I mean, attention is basically the most expensive currency. It is basically all the platforms are built and designed on the use of this attention. So thank you so much for these insights. And I will turn, you know that many speakers are missing, so I have to navigate these questions in the change order, so bear with me. So I will turn to you, Mrs. Jeannie. So my question is, how can AI solutions be designed to meet local health, education, or social needs while respecting data sovereignty and data sovereignty fundamentals? This one. All right. Hi, everyone. Good afternoon. So thank you so much for inviting me here for the second time. My name is Jenny Nwokoye, and I'm the CEO and founder of Clafia. We are a digital health tech startup based in Nigeria. I like to describe us as a health bank. So on the same platform, you can finance your healthcare. You can also access healthcare on the same platform. So how are we currently using AI on our platform, especially in the local context that we're operating in? We wanted to make sure that we were taking into consideration like language, how people are interacting, how they're like interacting on digital platforms, for example. And so we did this in two ways. On WhatsApp, we built out an AI chat service, and this is powered by AI. It allows our customers and patients to interact with our chat service called Chi. They can ask questions in regards to their health. They can also like ask in different questions. So in Nigeria, we have like 3 major languages, but we also have Pidgin. It gives them the opportunity to do that, and they can also do that in voice. After that, they can now use our chat service to access healthcare, to speak to doctors, or access medication. And on our platform, our digital tech platform, we took it a step further where we are
using the data that we have on our patients, such as like their medical history, their spending habits, their saving habits, and encouraging them on how they can access healthcare in a more efficient way, give them more insights on their health so they can make informed decisions. Now, all of that sounds really, really great, especially the AI component of things. But we can't scale this if we don't have two things in place for us. The first thing being infrastructure, the second being policy. So on the infrastructure side of things, I like to think of Nigeria's healthcare system of having like 200 million individual healthcare systems. We don't have a single healthcare system that captures all of our health-related data for all Nigerians. We have our own unique ways of accessing our own healthcare, and that means where is that data being captured? And now, if I go to another hospital, would that hospital have my health records? Or if I go to a diagnostics laboratory, would they have access to my health records? And so, if we don't build the infrastructure or like a system that's interoperable, where they're like different hospital systems or different pharmacies or just any part of the healthcare vertical can interact with each other, we're going to be like getting data, but it's going to be very surface level, and we're not going to be able to do much with the data that we're actually capturing. So we need to make sure we're building that infrastructure. And also to ensure that that infrastructure is built, we need to have policy. So not just policy that is written on paper and nothing's being done about it, but like policy that mandates and enforces that, a health system, for example, one health system is built so that we can capture all the data of our health records, because we are capturing very, very unique information that is particular to Nigerians. And it's just unfortunate that that information is in very disparate places. So we need to make sure that we have that policy. We also need to make sure that we are informing the public on how their information is used. So we talked a lot about education, right? So I'm happy that there's a big push on AI, but you'd be surprised that there's still a lot of misinformation on AI in general. So we need to be able to educate the populace on what is AI exactly and how we are now using it for health. And that helps to build trust. It also helps them to want to be more community and enablers of like ensuring that we can leverage AI in a more safe way, but also in a productive way that helps us like access health in a much better way. And finally, we need to make sure that we are protecting our data. So thankfully, there's policies being put in place to ensure that the data that we are collecting on our customers, especially health-sensitive data, is being collected locally and stored locally on our continent. A lot of our health tech startups, or just startups in general, use AWS. They use Google for cloud technology, but there is a push to build these data centers and just cloud technology in country so that we can keep the data for ourselves and protect it. And I hope that answers your question. So thank you. You certainly did. I totally agree with you, Madame Nwokoye. It is certainly mandatory to have three things you mentioned: security, safety, and trust. So it is mandatory and important to have a safe, secure, and trustworthy framework, infrastructures, and also policies that are built by the locals, not imported from the West, which is the usual use case. So building on that, I would like to turn to you, Mustafa, on a question on the same topic, which is policies. In your opinion, what policies can businesses implement to harness AI while preserving data ownership and sovereignty? Thank you. Thank you. Very honored to be here.
maybe before I answer that point, I would like maybe to take a starting point as I'm also a chair of an NGO called AI in Africa. And we've been doing, working with kids and youth since 2018 around some of these topics that we mentioned. And I think, you know, when we, and the definition from Excellency earlier around the sovereignty was quite, I think, to the point in terms of, she mentioned territory, population decision, right? And really sovereignty for us, or for us begins really with the citizen, with the youth in particular, because before, and all these different layers that we talked about, whether from rare minerals to the application layer, you need, you know, the content that we're creating, right? It's very important that we actually think about it, aware about it, where is our data going, what data we're creating, and so on. And I think when we mentioned like these large players like, such as Google and so on, whether we're a business and we're using this on these platforms, very difficult for you to find out. I'll challenge you to find out, for example, how to, how long my data is gonna stay on the Google Cloud or on Amazon when I'm using one of the APIs simply to do a face matching, for example, during the KYC activity. How long is my data going there? Which server? Even if I have a server in Europe and I'm in Morocco, how long is the data gonna there? How long is that image is gonna stay in that algorithm actually? Even though they'll say the image is destroyed, but the point of the data point of that image is staying for a long time. So we need to be educated around that. And that's education for us. It's maybe a reprogramming, reskilling, and therefore we need to start early. And that digital sovereignty will not exist without starting in the classrooms, really. The second point, yeah, I mean, we, from an Africa perspective, we heard different data points around, you know, 70% of the world's data are under 30, and only maybe 1% of the global AI research is done in Africa, right? So again, when we talk about these platforms and when we want to use them, again, I'm looking at it from a business or an entrepreneur in Africa, then I want to look at local use cases. And some of these local use cases involved, and we heard it, dialects, cities, farms, health systems that are local, and these AI algorithm or data set need to be also localized. And this is where maybe I will challenge a little bit Andre earlier when he said, okay, we don't need to build a full LLM. Yes, the different technologies. Even actually in Malawi, we're working with the International Research Center of AI of UNESCO on tiny ML, which is actually bringing some of the data set very little into chips, into do actually agriculture kind of platforms. But I believe that the biggest equalizer in all of that is the open source model that's taking place. And I think this is really a big equalizer for R&D, for all of us, for the businesses, because now actually I can have, and if you look at the open source models, in addition to the very small hardware that you can purchase from the likes of NVIDIA that are launching some of these GPUs, right? Now actually I can own some of these models, which requires less parameters. And actually I can create my own data set and do some, for very little, I can have a lab of AI for, $30,000, I can have already 10 of these machines, right? And so I think the biggest equalizer that's coming, and it's not, yes, it's not coming necessarily from a mix from the East and a mix from the West, but there's already some of these models. And we are using some of these models with some of the entrepreneurs, whether in Madagascar or even in Morocco, as we do a lot of different trainings for SMEs and the youth, or in South Africa. And I think this is really what will bring the differentiation, I think, in the next two or 3 years, the access to these open source models, because now I can potentially leapfrog to be creating use cases that are not just being a consumer of this algorithm to do for it. And a simple use case, again, because I've been working on that, a KYC type process, I can actually literally build it on the model and the data stays in my own premises, right? And that's why the businesses are maybe more reluctant, whether the corporates in particular are more reluctant around using these large platforms. And we see these large platforms already offering some kind of, enterprise, firewall type environment. But really, we need to have this data located into our own environment, in our own continent, in our own data centers. And I think that's where I think what we see right now,
the space, the pace, the advantage of the OpenAI of the world, or even Google, which just launched some new models, right? If you look at what's happening in the like of Kimi K2 models, or Amadeus, or all the super agent, DeepSeek, and so on, really there's an advantage here that we should not be just throwing away on the side and actually accepting that, taking it and trying to, because there then we can open the box and see what's inside and try to ourselves to actually potentially even build some open source model like that. So I think this is really the route, I think, for the businesses, is to move towards an open source. And coming back just to a point on the governance, yes, we do need policies, clearly. And actually this morning I was in a discussion with in Madagascar, as I'm advising some of the strategy for the ICT there. And you know, a lot of questions around, okay, what skills do we need? You know, what investment are we looking for? And so, yes, we need policies for protecting data citizens, and most importantly, I think we need policies to encourage, and I think we touched on that point around local experimentation. Thank you very much. Thank you very much, Mustafa, on that. This perspective brings me back to the importance of teaching our talent to think differently, not only to use the technology as it is provided, but to think what are the better ways to use technology for the interest of your country, the interest of digital sovereignty of your own context. On the same perspective, I would like to ask you, Mr. H.E.Mrs, what role can universities and research centers play in building skills and knowledge for technological balance? Thank you, dear colleagues, dear attendees. Good afternoon. I'm very glad and delighted to be here with you in order to speak about a very important, actually, topic, which is how to combine, let's say, two important dimensions: education and industry as well. So as you know, universities today, they are not considered as trend followers. They are a game changer, actually, because they do contribute to upskill and rescale talent on a regular basis. And this is important to remind, because the role of universities is very important in order to catch up on the trends and also to anticipate the trend changes that are taking place today. Because mainly in technologies and emerging technologies, the business cycle is short, and the contraction of the business cycle is so hard and sharp in a way that R&D is very required and demanded. We cannot do it in silos, so either we can do it through a consortium in the industry or having with us universities. So in this regard, I will highlight 6 main vectors that universities today are playing in order to enhance the capacity, mainly for the industry, in order to develop strategic business unit toward, let's say, AI and emerging technologies. First of all, the key role is scientific research. So through the traditional role of universities today, so we have faculty members, so we have senior researchers that are working together with different counterparts globally and locally, from industry and from academia as well, in order to publish papers and to organize international conference proceedings and debates around, let's say, the most important topics, and also around, let's say, the consequences of having emerging technologies in different sectors today, from industry, education, and their impact on our life. So second element which is important, training. So you have mentioned that the key word here is talent. So universities, they are recipients of talent and youth. So I'm very glad to see here in the audience that we have young people. So they are interested in the topic, and also because, as I have mentioned, that universities, they are training through different approaches. So experiential learning today is taking place. So we have also introducing, in majority of times,
through different approaches, use cases, case studies, but let me just focus on one specific field that universities are delivering and offering today. So for medicine, for example, for medical studies, for instance, so today we do not have only physicians. So we have a combination between physicians and engineers. And a new word has emerged, is the advent of the word physicianeer. So using in medicine or medical studies, so emergent technologies in order to diagnose easily and analyze any disease or any treatment to be given to the patient. So which is very important in this regard, which will actually upskill and reskill physicians today. There is also the third vector is about collaboration, and collaboration actually has two main avenues. The first avenue is about collaboration in academia, internationally and locally. We collaborate with local and regional chapters as well related to professional associations in order to also calibrate, let's say, the usage of emergent technologies and to understand and facilitate as well the market access for the users and for, let's say, the industry. So there is also the fourth vector, which is about university-industry contact, or sometimes even called university-industry government pipelines. So let me explain further this concept, because in this collaboration, which is large, so we have here different, let's say, actors that are collaborating in different fields. For instance, if you take here defense industry, so you have the university having talents, so they can act as well as a recipient for midterm and also for long-term financing in order to help startups to disrupt, let's say, the situation. And then finally, I will, in order to wrap up for the sixth vector, so universities today, they are hosting data centers that are used by scientists mainly for research purposes, and also they are used and supported by the industry, because we do consider today education as a public good, that universities today, they are catalyzing skills and they are also offering an ecosystem to enhance the capacities of R&Ds and create more opportunities and face easily challenges. Thank you. Thank you so much, Mr. H.E.Mr. I couldn't agree more. I mean, academia and research are, as we say in French, la condition sine qua non in having innovation and innovative ideas. And by the way, we can sense the ISKE effect dans la réponse très pédagogique. Thank you so much. So this brings me to an important question on innovation. And I will turn to you, Madame Fileli. So, in your opinion, Madame Fileli, how can international partnerships support innovation while respecting national digital sovereignty? Sorry, I will switch in French because it will be more easier for me. And du coup, je voudrais évoquer auparavant des sujets de manière holistique, parce que je pense que le sujet de la souveraineté qui a été expliqué tout à l'heure et défini par Madame la ministre est un sujet qu'il faut traiter de manière assez holistique en réalité. Et moi, plutôt que de parler de souveraineté, parce qu'elle nous a donné un devoir ou un exercice qui était de se dire comment on va s'en sortir face à une bataille presque déjà perdue contre les États-Unis et l'Asie. Et moi, je dirais qu'il faut peut-être arrêter de parler de souveraineté et parler d'autonomie stratégique. Ça veut dire quoi, l'autonomie stratégique ? Ça veut dire se donner les moyens, les conditions d'avoir le contrôle, la maîtrise et quelque part le choix de ce qu'on veut faire ou de ce qu'on veut mettre en place. Et pour ça, je pense qu'il faut qu'on commence par avoir une vision claire de la chaîne de valeur, de quels sont nos avantages compétitifs. Je pense que tout à l'heure,
Ça a été évoqué par mon voisin, les avantages compétitifs. Donc, je pense que c'est extrêmement important et de le regarder à la fois de l'infrastructure aux usages, en réalité, et en se disant quels sont les secteurs dans lesquels on est les meilleurs, quels sont les combats qu'on veut choisir, quels sont les champions qu'on veut défendre. Moi, je travaille en France à la Caisse des dépôts qui finance un certain nombre de choses, y compris via BPI France. Et même nous, en ce moment, on est en train de sortir une feuille de route Horizon 2030 où on a décidé de ne plus saupoudrer plein d'entreprises, mais d'essayer de faire émerger des champions qui pourront aller vers l'IPO et qui vont pouvoir se développer. Parce qu'en réalité, et je reviendrai sur la question de l'argent, je pense que ce n'est même pas une question d'argent, parce que même quand on en a, on n'y arrive pas, en fait. Voilà. Et ensuite, faire en sorte que si on développe ces acteurs et qu'on choisit nos combats, on arrive aussi à s'orienter vers des achats souverains. Et je ne sais pas s'il y a des directeurs de systèmes d'information dans cette salle, mais en réalité, certes, les pouvoirs publics ont une capacité à essayer de faire des achats souverains, ils sont contraints par des marchés publics qui peuvent se fixer leurs propres règles et être exemplaires, mais en réalité, c'est aussi une question de partenariat avec le secteur privé. Et il faut que tous les DSI de la Terre arrivent à comprendre qu'ils ont l'habitude d'acheter du Microsoft, du Google, de ce qu'ils veulent, parce qu'en fait, ils savent que ça marche. Et ils ne prennent jamais un seul risque à acheter quelque chose qui ne marche pas complètement, ou qui est innovant, qui n'est pas terminé, qui sort d'une petite boîte, d'une moyenne entreprise, etc. Et donc, il faut qu'ils apprennent à acheter autrement. Et ça, c'est un des combats, nous, sur lesquels on travaille aujourd'hui. Et de se mettre ce qu'on a appelé l'indice de résilience aussi, se dire qu'est-ce qu'on achète, est-ce que c'est durable, est-ce que ça correspond à mes valeurs, etc. C'est pas simple, mais si tous les directeurs de systèmes d'information et directeurs d'achat réfléchissaient à cette question, on arrêterait peut-être de se poser les questions qu'on est en train de se poser. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça a été évoqué, c'est comment on arrive à passer dans un monde ouvert, c'est-à-dire que d'open source, certes, sur toute la partie logicielle, d'open data aussi, sur des infras plus ouvertes, ce qui va m'amener à un sujet, alors Myriam le sait, qui me tient un peu à cœur, mais typiquement, il y a de l'IA, certes, mais il y a d'autres technologies qui nous permettent de travailler dans des mondes un peu plus décentralisés, et notamment dans le monde des blockchains et du Web3. Si vous réfléchissez et que vous commencez à utiliser des blockchains publiques en utilisant une couche de layer 1 qui va être publique, mais une couche de layer 2 qui peut être un peu plus maîtrisée en termes de gouvernance, là-dessus, vous allez pouvoir travailler sur vos wallets de données, vos monnaies de paiement, en fait, et le Maroc a déjà travaillé sur la monnaie digitale. Vous allez pouvoir gérer vos données d'identité, vous allez pouvoir gérer des données de certification, et donc globalement, vous allez travailler sur tous vos systèmes d'économie de confiance. Et on est dans un monde complètement digitalisé. Dans un monde digitalisé, il y a deux choses qu'il faut comprendre: qui on est, de manière régalienne ou pas, on peut être pseudonymique. Quoi que vous achetiez, on va vous demander qui vous êtes et si vous savez payer. Enfin, et de temps en temps, tu as parlé de KYC, si tu es propre, pas frauduleux, etc. Donc ça, c'est la base quand même. Et ça, cette base-là, on peut la faire de manière décentralisée, de manière autonome, et c'est de la signature électronique à la base. Je crois que M. Benta est d'accord. Voilà. Donc on peut travailler sur ça et on peut commencer à lancer des services publics aussi de cette manière, en collaborant avec des acteurs privés qui sont peut-être moins dépendants des GAFAM. Et moi, je reste persuadée que ça, c'est un sujet qui est possible. Par ailleurs, en plus, c'est des technologies qui permettent, quand on parlait de prise de décision autonome, de travailler sur ce qu'on appelle la question des smart contracts. Et là-dedans, vous pouvez traiter de la programmabilité des actions que vous lancez. Et vous travaillez aussi la privacy, parce qu'il y a des technologies qui vous permettent, notamment le Zero Knowledge Proof, de travailler sur la privacy. Et ça, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Alors, il y a eu des modes et des périodes. Donc, effectivement, je vois qu'il y a le mot Bitcoin sur le mur. Ça peut faire peur à tout le monde. Mais en fait, quand je parle de ces technologies, je ne parle pas des monnaies, des crypto-monnaies en tant que telles, qui sont, elles, totalement lidées par des acteurs totalement libertariens et plus proches des GAFAM que de nous-mêmes. Il faut faire attention. Mais il y a tout un monde aujourd'hui qui est en train d'évoluer là-dessus, que ce soit sur la tokenisation d'actifs financiers, sur les monnaies digitales, et y compris sur les questions d'identité et de certification.
Donc je pense que c'est aussi une voie qui peut nous faire avancer. L'autre forme de coopération et de décentralisation, et pardon Myriam, mais je mixe un peu les deux sujets, on a parlé des talents tout à l'heure et Madame la Ministre a rappelé qu'en fait on ne représentait que 5% des talents, alors qu'on est bien nombreux. Et je pense qu'il y a autre chose dont on n'a pas encore parlé. Et pour moi, on parle de l'IA comme un élément transformatif. C'est d'abord un élément transformatif du monde du travail. Et ne pas repenser le monde du travail, y compris en Afrique et au Maroc, à l'heure de l'IA. OK, understand. C'est pas possible, en fait. Donc, il faut réfléchir à c'est quoi le travail demain, c'est quoi les secteurs dans lesquels il va encore y avoir de l'emploi, et il faut former les gens pour ça, et pas forcément dans ce qu'on est en train de faire. Parce que les développeurs, les informaticiens, tout ça, avec nos codes et l'IA, c'est mort. Avec les robots humanoïdes à 20 000 euros à l'achat, c'est mort aussi. Donc je pense que c'est important. Sur le financement, moi j'aurais peut-être un avis différent. Je pense que de l'argent, il y en a dans nos diasporas, et donc il y a aussi des partenariats à faire et de manière décentralisée. Il y en a un peu partout, mais il faut apprendre à l'utiliser autrement. Parce qu'en fait, on en a eu plein de l'argent et on ne l'a pas forcément hyper bien utilisé. Et un point important pour moi dans cette vision holistique, c'est qu'il faut aujourd'hui arriver à acculturer nos citoyens au sens large et la population sur c'est quoi ces technologies, comment ça marche, et les interroger. Les interroger avec des actions de sondage ou de dialogue dans différents États, y compris au niveau mondial, pour les embarquer, parce que sans confiance, on n'emmènera personne. Ça, je pense que c'est essentiel et que la confiance est essentielle. Et pour finir, parce que je n'ai plus de temps, et pour conclure par rapport à ce qu'a dit Madame la Ministre sur éduquer les gens, moi j'ai une anecdote ici. Quand j'ai été invitée il y a 2 ans, et donc je remercie encore Monsieur Fassiferi et Amadeus de m'avoir réinvité cette année, j'ai demandé à mon père s'il connaissait Amadeus. Alors on n'a pas le même âge, hein, je peux vous assurer. Et il m'a rappelé qui était le grand-père de Monsieur Fassiferi, qui était venu dans son lycée au collège à Fès en 1956 et qui lui a dit « Pour t'en sortir, il faut faire des études ». Donc je pense que pour nous en sortir, il va falloir anticiper quels talents, quelles ressources et quelles études il va falloir faire. Et il faut penser demain dans le mindset d'après et pas être juste les followers du monde d'aujourd'hui, parce que le monde d'aujourd'hui, il est déjà parti. Et donc, il faut réfléchir à quel step on doit aller. On a su le faire sur les paiements parce qu'on a eu des téléphones dans nos poches plus vite que les autres. On a su le faire sur plein de sujets. Et dans les télécoms, il y a une très grosse progression en Afrique. Donc, je pense qu'on peut le faire sur ces sujets de souveraineté, d'IA et de nouvelles technologies. Merci. Oh là là, Madame Filali, vous avez touché à 3 nerfs très sensibles. Et la crypto-monnaie, le Web3 et les smart contracts. Je sais que pertinemment qu'il y a plusieurs de... l'audience aura plusieurs questions sur ce sujet. Et this was the first round. J'ai switché brutalement, je m'excuse. So this was the first round of... not the first round, the final round, because we don't have much time to go through the other questions. So we've explored how governance, policy, and regional collaboration shape digital sovereignty and how technological infrastructure, startups, and AI and blockchain can support local innovation and trust. We've also seen how these elements must work together to ensure a balanced and sustainable digital ecosystem. So I would like to open the floor for the questions. Yeah. Okay. Okay. No. I was talking to Mustafa. I thought he was. He referred to. Oh là là. Alors là, c'est. Merci Mustafa. J'ai écouté attentivement vos débats. J'étais très patient, très patient, parce que c'est très patient. J'ai eu le plaisir, l'amabilité d'écouter chacun de vous, que ce soit autour de la souveraineté, autour de l'investissement local, autour de la supply chain et de la résilience, autour de la gouvernance, etc. Et ça tombe très bien, parce que je suis très content. En fait, je vais essayer en fait d'intervenir, je vais changer un peu le décor, pour interagir avec les auditoires
et surtout lancer un message, je dirais, un appel d'espoir. Bon, on parle de big firm, que ce n'est pas évident. Je vous parlerai plutôt de notre expérience. Nous, en tant qu'ABA Technologies, nous sommes un groupe industriel et technologique. On emploie 1200 personnes. On est présent au Maroc, France, Espagne, Chine et les Émirats. Et on exporte sur 17 pays, que ce soit le Moyen-Orient, la Pologne, la Turquie, la Russie, les États-Unis et le Mexique. Et on a pris je dirais le pari de la souveraineté. Voilà, souveraineté. Alors, pari de souveraineté sur l'ensemble de la value chain, que ce soit dans la fabrication du hardware, parce que tout le monde tout à l'heure, il parlait que du software et de l'IA, mais il faut qu'on ait de la data. Et donc, quand je parle de hardware, quand vous avez votre téléphone, vous avez votre caméra, vous avez votre device, il y a 3 éléments clés à maîtriser. Vous avez la carte électronique, d'accord ? Vous avez le software embarqué, vous avez le boîtier. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en 2020, on a investi dans 3 usines. Une usine qui fabrique les cartes électroniques, d'accord ? Une usine qui fait du plastique et de mécanique, et une autre équipe qui fait du software embarqué. Et à partir de là, ça nous a permis de disposer de cette capacité technologique et industrielle pour faire face à des moments difficiles, tels que la pandémie, où il y avait des risques de supply chain. Et on a joué un rôle très important dans la réduction de la dépendance technologique à ce moment-là, en fabriquant par exemple des équipements médicaux, comme les thermomètres, les oxymètres, les équipements télémédecine, les capteurs de température par exemple, pour pouvoir superviser la chaîne du froid des vaccins. Et ça, on a joué un rôle crucial dans le domaine de la santé. Ça, c'était vraiment un élément important. Deuxième cas de figure aussi, pour rester sur la partie toujours souveraineté, au moment du tremblement de terre, c'était un vendredi, samedi, on s'est mobilisé rapidement, mobilisé nos usines et fabriqué 21 unités médicales qui ont été déployées en 3 jours sur 21 localités. Et ça a permis quand même de traiter 160 000 citoyens en 10 jours, alors que si on n'avait pas cette factory, je dirais locale, on aura attendu les aides internationaux qui venaient pour pouvoir, je dirais, les assister. Donc ce qui fait que la souveraineté industrielle et technologique, on croit beaucoup, on l'a montré, et aujourd'hui, au-delà je dirais, de la partie tremblement de terre, ça a été généralisé sur 100 localités. On parle de toute la partie rurale au Maroc. On traite à peu près 3500 citoyens. On fait 1 million de citoyens par an. C'est énorme. Et donc c'est devenu vraiment un projet, je dirais, royal qui est porté par Sa Majesté. Donc on s'est inscrit dans cette souveraineté industrielle et technologique. Donc on a eu la chance d'être reçu par Sa Majesté pour pouvoir justement travailler côte à côte avec la Fondation et le ministère de la Santé et le généraliser depuis maintenant, ça fait 2 ans. Je vais vous parler que des choses qu'on réalise. Nous, chez ABA, vous allez rentrer, il n'y a pas de site internet, il y a juste un site avec une vidéo, parce qu'on est plus sur le marketing de la preuve que de la promesse. Donc ce que je vais vous raconter, c'est des choses qui ont été faites, réalisées. Après, on parle. Voilà, ça c'est vraiment dans notre politique de devise. Donc ça c'est juste pour vous montrer dans un secteur qui est un peu crucial, qui est la santé. Mais au-delà de la santé, comme j'expliquais, donc on est présent sur toute la value chain. Donc ça c'est la partie hardware, il y a la partie software. Et dans la partie software, c'est très important qu'on dispose des data platforms. Et ces data platforms permettent à la fois de traiter des données, ce qu'on appelle structurées et non structurées, comme les images. Lorsque vous faites du computer vision, traitement d'images par exemple, vous avez besoin des data platforms qui structurent cela. Et ces data platforms, ils ont été implémentés, par exemple, dans les secteurs miniers, en Guinée-Conakry, ou que ce soit au Sénégal, ou que ce soit au Maroc, mais ce n'est pas que dans le secteur minier, dans le secteur automotif, qui est un secteur hyper concurrentiel. Et on était face à des gros comme Google et Microsoft, et on a gagné des appels d'offres, de gros montants. Dieu merci, alhamdoulilah, comme on dit, n'est-ce pas? Et ça a été déployé sur le Maroc, la Tunisie, la Serbie, la Croatie, le Mexique et d'autres, avec une vraie expertise dans la mise en place de l'IoT, ce qu'on appelle des objets connectés, parce que, ce qu'il disait tout à l'heure Madame Filali, il faut se positionner sur des sujets où personne ne le fait. Et ça, c'est très important. Ça, c'était notre pari, parce qu'on a compris que nous sommes face à 2 gros acteurs, ce qu'on appelle les acteurs de l'OT, Operation Technology, c'est du Siemens, Schneider, General Electric, des gens qui viennent de l'automate, de l'électronique. Et vous avez de l'autre côté des acteurs de l'IT, c'est du Microsoft, Google,
Oracle. Nous, on s'est positionné entre l'informatique et l'électronique, parce que malheureusement, l'informatique et l'électronique ne se parlent pas. Ces gens-là ne savent pas se parler. Soit ils sont très équipementiers, soit ils sont très software. Donc nous, dans la création de l'entreprise, on s'est dit, quelle va être notre différenciation? Quel est notre élément qui va nous rendre, je dirais, unique? Et lorsqu'on fera face à ces gros acteurs, on va se différencier parce qu'aucun acteur n'offre une solution one-stop shop, une solution clé en main. Quand vous avez un projet de transformation digitale ou d'IA, vous êtes obligé d'appeler à des acteurs de l'infra, des acteurs du software, des acteurs du hardware, des acteurs de l'implémentation, des acteurs du conseil, des acteurs de data analyst, des acteurs, je dirais, de l'IA. Et donc, ce qui fait que ça devient très complexe en matière de conduite du changement. Et malheureusement, c'est pour ça qu'on ne voit pas les retours sur investissement et on n'a pas orienté usage et performance. Et ça, c'est un élément important. Je reviendrai sur cette notion de l'usage et du retour sur investissement. Donc, ce qui fait que ce positionnement unique a fait que l'entreprise a eu une croissance importante. On a démarré en 2020. Ça fait 6 ans. Première année, on était 40 personnes. Ensuite, on est passé à 200. Aujourd'hui, on est à 1200. On est démarré avec 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on fait 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. La boîte a changé de structuration de manière profonde. Et ça veut dire quoi? Et que ce n'est pas problème d'argent, parce que j'ai démarré avec 100 000 dollars. Pas de fonds d'investissement, pas de private equity, pas de VC. C'est que par l'argent généré par le business. Parce que parfois, les startups, ils font leur pitch, ils leur apprennent à faire du marketing, mais ils ne développent pas leurs produits. Et au lieu qu'ils se concentrent sur le client, ils vont faire les tournées, des salons, des conférences pour aller chercher des investisseurs qui ne vont jamais croire en eux parce qu'ils viennent de démarrer. Donc il faut absolument aller vers le client, parce que si l'investisseur va vous donner de l'argent, in fine, ce qu'il va attendre? Il va attendre un retour sur investissement. Donc, in fine, vous allez revenir vers le client. Donc, il vaut mieux démarrer par le client, et c'est lui qui permettra de vous apporter les choses. Donc, ce qui fait que, par rapport à ça, et donc cette maîtrise de chaîne de valeur, donc je parlais de la partie hardware, ensuite la partie data platform, ensuite, on a commencé à fabriquer du edge computing. D'ailleurs, vous allez mettre ABA NVIDIA, on est parmi les rares sociétés au niveau mondial à fabriquer du hardware avec du GPU NVIDIA au Maroc, donc on fabrique ça en Afrique, n'est-ce pas? Et donc ce qu'on offre, nous, dans la transformation digitale des entreprises, une vraie stratégie de transformation souveraine dans laquelle on leur offre, on leur connecte les machines, par exemple, soit les mines, ou soit les process, on a la data platform, et ensuite ils ont de edge computing souverain en mode on-premise, pas en mode cloud, parce qu'on peut avoir les deux architectures qui peuvent être hybrides. On peut trouver sur des multinationales, par exemple comme Aptiv, c'est un Américain qui fait du câblage automotive, qu'on a fait une architecture hybride. Il voulait à la fois qu'on fasse du on-premise dans certaines usines, mais qu'on se host au niveau, par exemple, Microsoft dans leur cloud. Donc on peut avoir des architectures qui sont hybrides, mais on peut avoir des architectures qui sont très sensibles. Lorsqu'on est dans le domaine de la défense, on y travaille, on fabrique des équipements là-dessus. Donc là, la notion de la souveraineté et du stockage de données, elle est un peu particulière. Donc ça, c'est le troisième level. C'est-à-dire Madame la ministre l'a bien précisé, du hardware vers la data, vers le prédictif, hein, dans la value chain. Donc nous, on a démarré par le hardware. Ensuite, vous avez la data platform. Vous avez la partie edge computing. Et ensuite, vous avez, avec l'avènement de la generative AI en 2020, on a sorti ce qu'on appelle le fusion computing, ou le fusion AI. Le fusion AI, c'est l'après-generative AI, l'après-agentique. Parce que le vrai challenge aujourd'hui, et là je rejoins Madame Filali, c'est vraiment repenser l'éducation et nos organisations du travail, parce que face à des sociétés où vous allez implémenter vos agentiques, d'accord? Quand je vous dis implémenter, nous on a des agents par exemple qui vont faire de la maintenance prédictive, on a des agents qui font le contrôle sur 160 km de transfert de l'eau. Donc je vous parle des choses que j'ai vues, qu'on a maîtrisées, ce n'est pas des diapos ou des choses qu'on parle. Et donc quand vous allez commencer à mettre en place de l'agentique dans les organisations, vous allez retrouver face à une problématique d'organisation humaine AI. Et ça, c'est un vrai sujet. Et ce sujet-là, ça vous incite à repenser l'organisation et à dire quid du rôle de l'humain dans l'organisation, quid du rôle de l'IA. Et surtout, avec les 18 derniers mois, on a assisté à des études Harvard, MIT, mais ça peut être University of Rwanda, que j'ai eu l'amabilité de visiter en 2016 lors de la tournée royale avec Sa Majesté. J'avais signé avec vous à l'époque African Institute of Technology.
pour pouvoir que Rwanda soit la capitale technologique, je dirais, de l'Afrique de l'Est. Mais bon, c'est qu'une partie remise, et je serais ravi de revenir au Rwanda. Et donc, par rapport à cette notion, je dirais, des études sur la partie universitaire, ils ont montré qu'il y a une problématique de déclin cognitif. Face à l'utilisation excessive de l'IA, il y a un déclin cognitif. Et donc le déclin cognitif, c'est quoi? C'est que ça veut dire que vous avez des neurones qui commencent plus à se structurer comme avant. Votre schéma cognitif, votre structuration, votre architecture, votre, je dirais, mind ne se structure pas comme avant. Donc il y a un vrai sujet de déclin cognitif, de cognitif individuel, organisationnel face à l'IA et à l'organisation. Et donc le vrai sujet aujourd'hui, c'est pas ce que la data il est chez Google, Microsoft ou Facebook, parce qu'il nous écoute, enfin tout le monde, c'est plus un sujet, c'est pas ça le sujet, est-ce que la data il est chez qui? Mais le vrai sujet, c'est comment réinventer, je dirais, les organisations, et surtout, comment préserver l'humain, parce que le vrai combat aujourd'hui, c'est préserver l'humain. C'est ça, aujourd'hui. Moi, je pense que notre humanité, en 2040-2050, elle est menacée. Et c'est ça le vrai débat. C'est comment repenser les organisations, repenser les politiques, pour dire quel est le sens, finalement. Et lorsqu'on revient au sens, malheureusement, on était prisonnier depuis 100 ans dans la recherche de la compétitivité, du profit. Et vous l'avez bien cité, M. Hallel, sur la notion de la résilience, et que de plus en plus dans la reconfiguration des chaînes de valeur mondiales sur les 40 dernières années, on a cherché toujours à relocaliser, délocaliser vers l'Europe de l'Est, ensuite vers l'Asie, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord, etc. En recherchant tellement cette compétitivité en permanente, en cherchant ce profit, l'entreprise on a perdu du sens et finalement on était prisonnier par les big tech et les grandes compagnies qui cherchent ce profit-là. Est-ce que demain l'entreprise aura, et on les a enseignés malheureusement dans les universités, que l'entreprise, on l'a créée pour créer du profit. Est-ce que l'entreprise vraiment, elle doit être créée pour le profit, ou soit il doit avoir une mission, un impact, sauver l'humanité, résoudre les problématiques de chômage, faire face au stress hydrique, faire face à la sécurité alimentaire, faire face à la préservation de l'humanité. Et donc c'est là où il y a le vrai enjeu, c'est comment repenser, je dirais, notre existence de manière profonde, pour dire in fine, certes la technologie est un outil, il va nous accélérer, il n'y a pas de souci, on l'a montré avec la télémédecine dans le rural, on l'a montré dans l'éducation, on l'a montré, nous en tout cas dans l'industrie, c'est réel, il y a des retours sur investissement, il faut y être, il y a encore le temps, il ne faut pas croire que parce que OpenAI, ça fait 7 ans qu'ils ont fait leur LLM, ou Mistral il y a 3 ans, on n'a pas le temps, et donc on a toujours le temps, il faut juste démarrer. Et lorsqu'on démarre, et je me souviens vraiment, nous on a démarré il y a 6 ans, personne ne croyait. Chaque fois que vous allez frapper à la porte des directeurs des achats ou des directeurs des systèmes d'information ou l'État, qui êtes-vous? Vous n'avez pas de référence, vous n'avez pas de... Est-ce que votre produit est fiable? Et là, effectivement, lorsque vous arrivez à un certain taille, avec de la présence, effectivement, vous passez à un autre scale. Il suffit juste de passer votre premier million d'euros, 10, 15, ensuite vous êtes 50, 100, et voilà. Donc, in fine, et on a une chance, on a une très très bonne chance. Vous voyez la croissance des États-Unis, on est sur 1,9% de PIB. Vous savez que sur les 1,9% de PIB, 1,5% c'est lié à la croissance est liée à la tech. Ça veut dire que les États-Unis, si vous enlevez la tech, ils ont fait une croissance de 0,4%, ils sont même en récession. Et donc, cette vélocité d'investissement dans les data centers, dans l'IA, si derrière il n'y a pas de retour sur investissement, c'est mort. Et donc, pour avoir un retour sur investissement, c'est vraiment l'usage. Donc nous, on maîtrise l'usage, c'est notre consommation. C'est-à-dire qu'il suffit tout simplement de prendre des importations africaines, de faire la substitution à l'import et de commencer à développer des industries. Et avec ça, vous démarrez petit à petit, comme nous, on a démarré avec un thermomètre, un oxymètre, ensuite une caméra, etc. Petit à petit, vous arrivez en fait à fournir de la dépendance aux États et d'offrir cette, je dirais, souveraineté qui ne doit pas être que industrielle et technologique, mais doit être aussi intellectuelle pour qu'on puisse repenser autrement et défendre justement notre existence. Voilà. Merci à toutes et à tous.
Merci à vous aussi, Benoît, pour finalement, it's not that bad. On a fini sur une note très positive et surtout, ça fait plaisir et ça fait chaud au cœur de voir qu'aujourd'hui, au Maroc, on a des entreprises telles que Abba Technologies qui sont concentrées sur la concrétisation de l'innovation et pas seulement de communiquer autour de l'innovation. Donc, merci encore une fois et j'aimerais bien vous applaudir pour ce speech. Très, très utile. So I will turn, let me make sure everyone got the chance to talk, I think. Did I miss someone else? Okay, perfect. So I will open the floor for the questions. Please note that we have only 10 minutes left, so kindly keep your questions very concise. 1 minute for question, very concise, very brief, and direct your question to your to the panelists you would like to ask. Thank you. Yes, you may ask. Thank you very much. My name is Saif Kandil from the Cairo International Center, CCCPA. My question is about governance in the field of AI. Unfortunately, we had an unsuccessful experience with the internet governance that we have negotiated as governments in different UN specialized agencies for many years. Simply, the technology is developed by private sector. The private sector is reluctant, or it's not very, it always thinks that regulation would tie its hands. And I want to take advantage of the presence of several representatives from the private sector here. We know that governance is usually an afterthought, and that's the mistake of the governments. They wake up very late when it comes to internet, when it comes to social media, and now with the AI. How can we attract private sector to the negotiating table? What are the tools that we as governments could have to attract them to come and negotiate in good faith in favor of governance for the artificial intelligence? Thank you. You'd like to address this question to a specific panelist, or who'd like to go? Who'd like to answer this question? Translation is still ongoing, I think. Translation is still ongoing. Est-ce qu'on peut la répéter parce que j'ai pas bien compris la question. So there's an if you can repeat briefly the question, please, so that the translation can make. It's about governance of artificial intelligence. How can we attract the private sector to the negotiating table for meaningful negotiations between governments and private sector on regulation of artificial intelligence? Voilà. We have two answers now. Vous êtes de quel your country? Vous parlez de manière générale. Oui, generally. Okay. Le vrai sujet, c'est pas la réglementation. Il ne faut pas tomber dans le piège de l'Europe, parce que l'Europe aujourd'hui, elle est en retard à cause de la réglementation. Et donc chaque fois que vous parlez le mot gouvernance, réglementation, comité, c'est mort. Donc prenez je dirais le sujet de la Chine ou des États-Unis, il y a vraiment une ouverture du marché. Et donc, il faut déjà faire émerger avant de gouverner. Parce que si vous gouvernez quelque chose, vous mettez en place des réglementations, des outils, des cadres, alors qu'il n'y a rien qui émerge. Donc, laissons émerger dans un premier temps. Regardons les retours sur investissement. Et à partir de là, effectivement, il y a du contenu et on les structure pour pouvoir les gouverner. Donc ça, c'est question aussi de démarche et de méthodologie. Malheureusement, je fais du public, hein, j'ai passé 7 ans dans le public. Donc c'est pas... Mais dans le public, il y a un certain virus. C'est toujours la notion de la gouvernance, les institutions, les Nations Unies. Donc, à un certain moment, je pense qu'il faut qu'on sorte un peu de ça. Et en tout cas, je ne sais pas si je vais répondre à votre question. Voilà. Donc le sujet de la réglementation, c'est pas la voie en tout cas, pour l'instant. Voilà. Je veux bien compléter par quelque chose qui ira un peu dans le même sens, mais
Tout à l'heure, vous avez dit qu'il fallait remettre quelque part l'humain au centre. Et moi, je fais partie d'une grande entreprise qui est en train de travailler au niveau même d'un groupe, hein, à la fois public et privé. Et ce qu'on a commencé à faire, c'est une feuille de route IA avec l'humain au centre. Et on a très bien compris et très vite compris que, OK, on peut faire de la casse, on va pouvoir faire du lean, mais en fait, non, on ne va pas pouvoir faire ça. Donc, aujourd'hui, les entreprises, elles se dotent de chartes sur l'IA. Elles se dotent de codes de conduite et de doctrines sur les usages. Elles se dotent de chartes ou de conduite, enfin, ou d'éléments sur comment elles achètent, en fait. Donc, quelque part, il faut aussi faire confiance dans le fait que les dirigeants, alors au fur et à mesure, ils comprennent ce que c'est. Au début, c'est peut-être compliqué, mais des grandes entreprises peuvent avoir une influence en s'auto-régulant quelque part elles-mêmes. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, on sait que l'IA Act, enfin, le règlement européen sur l'IA va peut-être prendre une année de retard. Sauf que ça fait 1 an qu'on se demande à comment on va répondre à la réglementation. Donc, on est content que ça aille pas si vite. Donc voilà, je pense qu'il faut faire confiance aux gens dans le fait qu'ils vont prendre conscience qu'on ne va pas casser toute l'humanité et qu'on peut aussi faire des choix d'éthique et d'autorégulation. Thank you, Madam Fileli and Mr. Benouda, for the answer. I would like to ask if we have any other questions. We can have one final question. I would like to have, yes. Kindly keep it brief and concise. Thank you, Miriam. Ladies and gentlemen, I'm very delighted to be with you here to discuss this important subject, which is the artificial intelligence. I want to ask a question to Ms. Fileli because she mentioned the crypto, and it's the field of my expertise. I am a forex trader, and a few days ago I was in Dubai for business, and I was just paying with the USDT, if you know this currency, and Bitcoin. When I came back to Morocco, it wasn't existing. And I asked, why in Morocco we don't pay with crypto money? You mentioned the dirham. I wish the central bank to invest in this important currency, and if it did, I will be the first investor in this currency. Thank you. Thank you. Alors, I can continue in French or not? Okay. Comme vous voulez. C'est plus facile parce que sinon, vous allez... Voilà. En réalité, on a le droit d'acheter des crypto-monnaies au Maroc depuis novembre de l'année dernière. On avait une table ronde avec Mariam sur les fintech et tous ces sujets-là, donc on peut le faire. Je ne suis pas sûre qu'il y ait de statistiques légales au Maroc, mais on doit être entre 15 et 20% d'adultes qui en possèdent, donc c'est pas en dessous de l'Europe, c'est même au-dessus. C'est un peu en dessous peut-être des États-Unis. Le dirham marocain, c'est plutôt une monnaie de banque, enfin c'est une monnaie de banque centrale, donc qui sera, avec des usages, je pense, quand même limités, parce qu'il y a des impacts sur le système bancaire. Alors, je ne suis pas dans le gouvernement, hein, je ne suis pas régulateur au Maroc, donc je fais attention à ce que je dis. Je suis administratrice de l'Agence de développement digital et j'ai un peu poussé des fois pour qu'on arrive à avancer sur ces sujets-là. Et au Maroc, on a un sujet, comme beaucoup de pays, je pense, qui sont représentés autour de la table, c'est qu'on est soumis au contrôle d'échange. Donc il ne s'agirait pas qu'il y ait une fuite de capitaux massive liée aux crypto-monnaies et que j'encourage ce type de pratique en étant assis sur cette chaise. En revanche, je pense que c'est des usages qui vont se développer, mais il faut que l'usage soit cohérent avec l'objet. Aujourd'hui, les crypto-monnaies, les stablecoins, vous avez parlé du SDT, il y en a une partie qui est surtout utilisée pour du trading, vous l'avez dit vous-même, en fait, ce que vous faites, c'est de la spéculation et de l'arbitrage. Les stablecoins, et c'est un sujet sur lequel moi je travaille énormément, aujourd'hui est devenu un outil de souveraineté et de financement budgétaire, notamment de Donald Trump aux États-Unis, qui a clairement expliqué que comme il n'a pas les moyens de financer ses budgets par sa politique classique, ce qu'il fait, c'est qu'il pousse à l'émergence des stablecoins dollars. Aujourd'hui, tous les stablecoins à 99% sont en dollars,
parce que c'est une forme d'intermédiation du financement budgétaire américain. Il y a une partie des autres pays, alors l'autre monnaie dont je vais parler, c'est l'euro, où en fait les banques centrales, ce qu'elles font, c'est de la politique monétaire. Et depuis quelques semaines et quelques mois, depuis le Genius Act, qui est un truc assez phénoménal, où en fait le président des États-Unis a regroupé le plus haut niveau qu'il pouvait regrouper dans un groupe de travail qui a sorti ce Genius Act, il y a une réaction qui est en train d'être faite. Donc il ne faut pas être naïf sur à quoi ça sert tout ça. Et donc c'est une vraie question de souveraineté. Et si une monnaie digitale de banque centrale sert soit à du règlement livraison, ce que je vais appeler de gros sur des titres dans le marché financier, c'est très bien, c'est en train de se développer. Si c'est pour de la monnaie retail, je pense que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Vous n'allez pas investir dedans, hein. Ça sera une monnaie comme... ça va prendre du temps parce que ça a un impact sur tout le système bancaire, en fait, potentiellement, et c'est compliqué. Et si vous voulez user de vos crypto-monnaies pour acheter tout ce que vous voulez, en fait, réfléchissez parce que le coût d'achat de vos cryptos et de combien ça coûte, alors d'un point de vue énergétique sur le Bitcoin, pas sur le reste, etc., je ne suis pas sûre que ça soit le meilleur usage. Continuez à faire de la spéculation, mais acheter en crypto un bien essentiel, enfin un bien classique, ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà. Après, c'est un outil financier. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu, mais je pense que... Après, si vous voulez parler crypto, on pourra en reparler. Thank you, Madame Filali, for answering this very curious question. I told you you hit a nerve. So, ladies and gents, our session comes to an end, unfortunately or fortunately. Everyone is tired, I think. So, as we conclude this session, I want to extend my deepest appreciation to all the panelists, my distinguished panelists, for coming today and joining us and sharing their insights with us. A round of applause to the panelists and also to the audience for this engaging session. Thank you so much. Thank you all. The session is concluded.